Que je suis né en Égypte, j'étais réfugié palestinien en Égypte, comme la majorité du peuple palestinien. Les souvenirs de mon enfance, en fait, il n'y a que des souvenirs un peu d'un réfugié palestinien qui vit dans un autre pays. Parce que tous les Palestiniens qui vivent hors la Palestine ou à l'exil, ils souffrent de trouver les papiers facilement. Je me souviens quand j'étais petit, mon père et ma mère, à chaque fois, ils bougent tout le temps, de temps en temps, comme ça, pour renouveler les papiers de titre de séjour en Égypte. Quand je suis retourné à Gaza en 2000, j'avais que 15 ans. Et je ne savais pas pourquoi il y avait toujours une agression israélienne tout le temps à ma ville de Rafah. Pourquoi il y a toujours des checkpoints en ce moment-là. Parce que en 2000, il y avait encore des checkpoints. Pour passer à la plage de Rafah, je dois passer par le checkpoint. Elle est toujours fermée. Chaque semaine, comme ça, il y a des bombardements. Ils bombardent à côté de l'école. Et à chaque fois, les pompiers viennent pour évacuer les écoles où quand j'étais à l'école tranquille. Et du coup, j'entends des bombardements partout. Et après, on commence à être paniqué. Et après, les pompiers viennent pour nous faire sortir de l'école. Et après, je rentre chez moi en courant. Je ne comprends pas en fait. Et voilà, c'était vraiment difficile. Et des fois, les Israéliens, ils rentrent dans la ville de Rafah, comme toutes les villes palestiniennes en ce moment-là. Je parle de la période de 2000, à partir de 2000 jusqu'à 2014. 2000, j'avais juste 15 ans. Et j'étais vraiment traumatisé parce que j'ai perdu des amis à moi qui ont été tirés des balles dans la tête, comme ça. Je me souviens quand j'étais petit, j'avais un rêve juste de rendre visite à ma famille qui habite à Cisjordanie. J'avais pas cette notion de l'occupation israélienne qui nous empêche. Je savais pas pourquoi. J'étais un enfant, je savais pas pourquoi je peux pas aller à Cisjordanie. Qu'est-ce qui va m'empêcher pour aller à Cisjordanie? Voilà. Profiter la vie, jouer, voilà, parce que j'étais passionné par le foot. Bon, à chaque fois, ils bombardent aussi les stades de foot pour arrêter l'activité sportive. Et ça traumatise en fait aussi parce que la vie, elle s'arrête en fait d'un seul coup comme ça. Tout ce que tu dois faire, juste d'être paniqué, terrorisé chez toi et tu attends la mort si vous voulez. Moi, en tant qu'étudiant ou un élève, voilà, c'était vraiment traumatisant tout ça. Et de voir aussi, de perdre des amis à moi à l'école aussi. J'adore la langue française. Déjà avant de découvrir la langue française à Gaza en Palestine, j'ai aimé déjà la France, la culture française, les traditions, les habitudes, le fromage, l'équipe nationale de la France, 1998. Ah là là. C'était un amour franchement absolu pour l'équipe nationale de la France. Zidane, Barthez, Thuram et toute l'équipe aussi. Franchement, j'ai eu la bourse de gouvernement français en 2019 pour faire les études de master ici en France, à l'université de Lille 3. Et j'étais chanceux franchement d'avoir cette bourse parce que ça faisait vraiment, c'est pas facile de venir ici en France déjà parce que tu as besoin de visa. Et avoir un visa pour un Palestinien gazaoui, c'est presque impossible. Franchement, presque impossible. Et ça me faisait 10 ans, en essayant d'avoir le visa pour venir ici en France. Et une fois que je suis venu ici en France, franchement, c'était un choc socioculturel pour moi, plus que sociolinguistique. Socioculturel parce que je suis venu ici, je trouvais que la France ou l'Europe, elle a ouvert ses bras pour un Palestinien gazaoui qui a vécu toute sa vie à Gaza, dans un blocus imposé. Tout est permis ici, tout est accessible ici. Tu peux faire ce que tu veux quand tu veux. Tu peux acheter ce que tu veux quand tu veux. Tu peux manger ce que tu veux quand tu veux. Il n'y a pas de bombardements, il n'y a pas des drones, il y a de l'électricité, il y a de l'eau chaude. Ils m'ont demandé toujours, Walid, qu'est-ce que tu apprécies ici en France? Je dis toujours, j'apprécie l'eau chaude et l'électricité. C'est vrai, peut-être ça fait rire aux autres ou peut-être ils ne rendent même pas compte
À quel point que c'est important ça pour le peuple palestinien, parce que quand tu n'as pas de l'électricité, quand tu n'as pas de l'eau chaude pour se doucher en fait ou pour se laver, c'est un problème franchement pour nous à Gaza en Palestine. Au moins j'ai pu dormir sans avoir peur qu'il y aura des bombardements. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis en fait. Parce que quand tu as l'habitude de dormir et après tu te réveilles toujours sous le bombardement, la voie de bombardement ou ta maison où ça commence à bouger comme ça, quand il y a des bombardements et c'est pas facile pour toi de dormir normal parce que tu n'as pas l'habitude en fait de dormir tranquille. On ne comprend pas ça chez nous en Palestine. On ne connaît pas ça. Parce qu'il y a toujours des bombardements d'un seul coup comme ça que tu te réveilles. Et tu te réveilles, tu trouves, voilà, les portes ou les fenêtres, ils sont cassés, les vitres sont tous cassés. Des fois, je me suis réveillé et je me suis trouvé que je vole dans l'air à 1 mètre comme ça et je descends, franchement, ou je tombe sur mon lit. On sait, on connaît pas en fait dormir en paix, en sécurité. C'est grave ça quand même, c'est vraiment grave. Et quand je suis arrivé ici, franchement, là quand je me souviens, je rigole parce que je dis c'est quoi ce que j'ai fait parce que je savais pas, je connais pas, ça veut dire quoi un magasin comme Cora, comme Lidl ou Leclerc ou Carrefour, non, il faut boycotter. Et je rentre comme ça, après je voulais, parce que moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup le yaourt, au morceau de fraise là, ou aux fruits. Donc je suis arrivé pour acheter, franchement je suis resté devant le rayon comme ça, 30 minutes, parce qu'il y a 1000 sortes de yaourts dans les rayons et je ne savais pas quoi choisir. Choisir déjà, c'est la luxe chez nous, nous les Palestiniens, parce qu'on n'a pas le droit, le droit, on n'a pas cette occasion de choisir. Choisir quoi? Quand tu vas au magasin à Gaza en Palestine, tu choisis, non, tu t'achètes ce que tu trouves. Tu n'achètes pas ce que tu veux. Tu comprends la différence en fait un peu. Tu rentres, tu prends ce que tu trouves, c'est pas ce que tu veux acheter en fait. Parce que ça fait partie du luxe là. Mais ici en France, je suis rentré dans un grand magasin, regarde comme ça. Qu'est-ce que je vais choisir? Une fois, j'étais devant le métro, je voulais demander à quelqu'un juste de me dire comment prendre quelle ligne en fait je dois prendre. Tout simplement, j'ai dit, monsieur, excuse-moi, est-ce que il m'a dit, désolé, j'ai pas de monnaie. Il dit, mais excuse-moi, monsieur, moi je t'ai pas demandé de l'aide. En fait, je voulais savoir comment je peux aller à l'université parce que je viens d'arriver. Mais franchement, la façon qu'il m'a dit, désolé, j'ai pas de monnaie. Mais après, je dis, mais j'ai une tête de quelqu'un, franchement, qui demande de l'aide financière. Mais non, monsieur, après, franchement, ça m'a vexé énormément, même si je rigolais juste comme ça. Mais après, voilà, ça, c'est. Je regarde pas la télé ici en France. C'était propagande à fond. Moi, je ne demande pas de médias français ou les médias européens de prendre une position précise. Je demande juste d'être neutre. Tu dois transmettre tout ce que se passe sur le terrain en vrai pour les gens et laisse les autres qui vont voir et après c'est eux qui vont juger. Mais malheureusement, je ne vois pas ça ici. Excusez-moi. Je suis déçu. Je suis vraiment déçu. Regardez BFM ou les autres chaînes qui disent n'importe quoi, qui sont juste des progénocides, qui disent n'importe quoi. Non, mais là, je prends les choses directement à Gaza en Palestine. Les Palestiniens eux-mêmes, c'est eux qui filment, c'est eux qui partagent ça sur les réseaux sociaux directement. Ils filment, ils documentent en fait le génocide en direct à 4K devant toi et c'est toi qui dois juger. C'est toi qui vas voir en fait la vérité. Sans filtre, sans propagande, sans rien du tout. Tu regardes en direct H24. Est-ce que je peux retourner en Palestine un jour? Ça fait vraiment mal au cœur de penser à cette question parce qu'il ne me reste plus rien. Ma ville, Rafah, elle est devenue la nouvelle frontière avec l'Égypte. Elle a été rasée complètement. Il ne reste plus rien.
Les stades de foot que j'avais l'habitude de jouer là-bas, ils ont été rasés. Les écoles où j'ai travaillé là-bas, les lycées, le collège, ils ont été rasés. Les hôpitaux, il n'y a plus rien. Mon école francophone a été rasée et bombardée. Je ne peux pas retourner en Palestine. Je retourne où en fait? Je vais m'installer où? Dans les tentes? Et pour me faire tuer après. En fait, je peux pas maintenant. La France est mon pays. Et je souhaite toujours le bon courage et la sécurité et la paix pour le reste de ma famille qui sont là-bas ou le reste de mes amis et tout. Mais retourner en Palestine, à Gaza, c'est pas possible, c'est impossible en fait. Et je connais l'île même maintenant mieux que Rafah. De toute façon, Rafah a été rasé malheureusement. Et l'île, tout simplement, c'est ma ville maintenant. Maintenant, la France est mon pays. Si je considère mon pays, la France comme mon pays maintenant, ça veut dire les Français aussi, ils sont mes frères et mes sœurs et mes citoyens, c'est ma famille. Le peuple palestinien compte sur vous en fait. On compte pas sur les gouvernements, on compte pas sur les Arabes. On compte sur vous pour faire quelque chose, pour influencer ou dire non à l'injustice. Quand je vois par exemple des Européens là, avec de bonne foi, avec un bon cœur, qui sont descendus dans les rues pour dire non à l'injustice, pour dire non au génocide contre la population civile à Gaza, je suis vraiment fier de Français. Moi, je suis palestinien, gazaoui, musulman, qui aime les chrétiens, les juifs. J'aime tout le monde. J'ai pas de la haine envers n'importe quelle personne sur terre ici. Même si j'ai perdu la moitié de ma famille. J'ai perdu mon frère en 2007, mon frère en 2014, mon frère et mon neveu en 2014, mon père en 2007. La moitié de ma famille aussi, de mes cousins, 15 membres de ma famille, qui ont été bombardés en 2023, après le 7 octobre. Je n'ai jamais invité les gens ou ma famille ou moi-même de venger. J'ai toujours invité les gens d'avoir l'esprit de tolérance et de refaire ta vie. Ça y est, il faut avancer parce que vengeance, ça va être vraiment vengeance après vengeance. C'est pas la vie comme ça en fait. Et j'ai dit toujours ça. Et malgré ça, les sionistes, ils essayent d'instrumentaliser tout ce que tu dis pour diaboliser ton image en tant que Palestinien, pour te montrer que tu es un terroriste, que tu es un j'en sais quoi, tout simplement comme ça. C'est dommage, c'est vraiment dommage, parce que il y a malheureusement des gens qui suivent ça en fait, qui croient à ça, et c'est un truc de dingue quand même en fait, de diaboliser l'image des Palestiniens ou les gens qui soutiennent la cause palestinienne avec n'importe quel prix. Ils essaient d'effacer notre identité palestinienne, mais non, on est toujours là. On est toujours là. On a une culture, on a un pays, on a une culture, on a une éducation, on a beaucoup de belles choses, on a la gastronomie palestinienne, on a beaucoup de choses magnifiques. Faut pas nous prendre, c'est comme si on n'existe plus, nous les Palestiniens. Non, on est là, on reste là. On fait partie de populations du monde entier, tout simplement. Juste, il faut nous considérer comme des êtres humains. Voilà. Merci. Avec plaisir.